bien la prise en charge de traumatisme sévère, le déploiement de formation de l'intervention chirurgicale aérotransportable parachutiste. Merci, Monsieur le Vice-président, en général, messieurs les académiciens. Vous avez parlé à plusieurs reprises de l'intérêt de la prise en charge des éléments non techniques, notamment dans le cadre d'un appui massif. Et vous le soulignez encore tout à l'heure sur la prise de décision, l'impact que doit avoir une formation non technique pour les éléments chirurgicaux déployés en opération extérieure. J'ai aucun doute d'intérêt. Et s'il est bien une noblesse que confère notre métier, c'est celle de la relation humaine, relation aux patients, mais aussi avec une équipe chirurgicale qui va être projetée dans des petits camps de Baba au Rhum, comme on peut le voir ici dans la zone des 3 frontières, où on va travailler en effectif réduit. Une antenne chirurgicale, c'est 12 personnels, 2 chirurgiens avec un 3e qui était le coup en renfort, un anesthésiste réanimateur, 2 infirmiers de l'opératoire, 2 infirmiers anesthésistes et 4 infirmiers. Et on travaille dans des structures déployées scrutantes, généralement rapidement, 1 heure et demie de temps d'installation, qui vont nous permettre de prendre en charge des blessés hémorragiques avec un standard de soins, et c'est bien là l'importance, qui doit se rapprocher d'une prise en charge en France. Et donc le travail dans ces petits espaces, avec une équipe de faibles effectifs, nous oblige à travailler sur des éléments organisationnels et humains, qu'on appelle les facteurs organisationnels humains, à type d'ergonomie, de leadership, de coopération. Plus encore, l'évolution de la chirurgicalisation de l'avant, on l'a déjà abordé plusieurs fois, on parlait de rôle 1, rôle 2, rôle 3, rôle 4, mais à mon sens, c'est déjà caduc. Maintenant, on va être vers la chirurgicalisation de l'extrême avant, on est devant des conflits qui vont être de plus en plus mobiles, et l'obligation pour nous, en tant que chirurgiens, d'assurer une assistance chirurgicale le plus près des blessés. On l'a vu avec les modules chirurgicaux que présentait le docteur Morvan. L'idée, ça va être d'assurer un soutien chirurgical au plus proche dans les 20 minutes. Alors, la traduction au niveau non technique, si on est un peu conceptuel, on se rend compte que l'antenne chirurgicale qui est au centre de cette diapositive, elle va être confrontée à plusieurs problématiques organisationnelles et humaines. La première problématique, c'est la prise en charge d'un afflux de blessés, un afflux qui va être rapidement saturant, parce qu'on a des capacités matérielles et humaines qui sont très limitées, dans un environnement opérationnel et tactique qui va être souvent mouvant, et s'inscrire également dans une chaîne santé avec une prise de contact des éléments en amont, qui sont les médecins, soit des forces spéciales, soit des évacuations sanitaires, et en aval, vers un rôle 2, voire un rôle 3, pour l'évacuation des blessés. Sans oublier une chaîne de soutien santé qui est gérée par les formations d'opérations extérieures. On ne présente plus cette antenne de réanimation de chirurgie de sauvetage qui a fait l'objet de communication à cette assemblée. Ce que je voulais rappeler, c'est que c'est un élément qui va être mis en emploi très rapidement, qui va être depuis 2020 déployé au Mali et qui suit la prise en charge du blessé de guerre dans une marche en avant, avec une première prise en charge de la zone de tri, où vont être effectués des gestes très simples de sauvetage au combat, de triage, où il va falloir évaluer rapidement les blessés pour ensuite les admettre un peu plus loin dans une zone de déchocage où ne peuvent être admis que 2 blessés simultanément. L'endroit est un peu plus grand que dans la présente structure, l'antenne de chirurgie vitale, mais permet ainsi la prise en charge de, on dit 4 alpha, c'est déjà relativement saturant, avec des structures qui vont être rapidement déployées, mobiles, conçues pour être montées et démontées dans un temps de moins d'1h40, c'était 3 heures le contrat opérationnel initial. Et donc il va falloir entraîner les équipes à travailler dans cet environnement, et c'est l'objet de cette communication. On a mis en place depuis 1 an cette formation, à la fois technique et non technique, qui dure 1 semaine dans un camp militaire à la Valbonne, où on va réunir avant projection les antennes chirurgicales. Ce qu'on appelle Crew Resource Management, c'est ni plus ni moins qu'un curriculum de formation qui va associer simulation, lecture théorique et apprentissage par la simulation procédurale. Et donc, le premier jour va être consacré effectivement à une prise en compte de la chaîne santé et des moyens logistiques déployés avec l'ASCS,
On aura la simulation procédurale, notamment avec une prise en main, vous montez les tentes, installer la RCF dans cette première journée. La deuxième journée va être consacrée à l'apprentissage didactique de principes et des concepts du secours au combat. Il faut bien savoir ce que font les collègues à l'avant pour pouvoir ensuite les prendre en charge et les blessés dans un rôle 2 ou un rôle 1 augmenté, si on suit la littérature américaine. Enfin, on aura des ateliers pratiques de simulation procédurale sur les outils qu'on a dans ces structures. Le seul outil diagnostique, ça va être l'échographie. Et par contre, pour ce qui est des outils d'hémostase, on peut parler de RECOA qui fait l'objet de simulation procédurale ainsi que d'un thoracique. Le troisième jour, on va vraiment aborder, et ça on a eu l'aide de l'IRBA, c'est un programme que j'ai développé avec le département de sciences cognitives de l'IRBA. L'IRBA qui est l'Institut de recherche biomécanique et biomédicale des armées et qui est traditionnellement impliqué dans la formation de l'armée de l'air, des formations non techniques, qui a été impliqué dès l'origine dans les années 90, des grilles d'évaluation basées sur des comportements non techniques. Et donc on va vraiment, et c'est la première fois pour beaucoup de praticiens, aborder de manière conceptuelle des concepts non techniques que sont le leadership, la coopération, la prise de décision et la conscience de la situation. Et on va y associer, c'est là où je reviens à votre interrogation sur la complexité de la prise en charge d'un flux saturant. On va y associer des simulations. La première simulation, c'est la prise en charge de 2 blessés. On s'aperçoit que dans de telles structures, 2 blessés, c'est déjà saturant. Et le lendemain, on va faire 5 blessés. Et on va faire driller les équipes sur ces 5 blessés. Une courte vidéo, on va filmer ces séquences sur 3 tentes. Il y a la première tente en bas à gauche qui est la tente de triage. En haut à droite de la zone d'accueil et de déchocage. Et en haut à gauche, vous avez le bloc opératoire. Et en filmant ces simulations, on a ainsi un débriefing beaucoup plus pertinent. Un débriefing qui aura volontiers axé sur le non technique. Alors pourquoi parler du facteur humain au bloc opératoire à les chirurgiens? Parce que la première cause de génération de stress au bloc opératoire, chers amis, c'est nous. Quand on met en place une étude où on fait la moitié des anesthésistes soumis à un chirurgien bienveillant, l'autre moitié à un chirurgien un peu moins bienveillant, ce qui n'arrive jamais, certes, mais ça arrive des fois, et on se rend compte que les gestes élémentaires, que sont le maintien de la sédation, de placer une deuxième voie veineuse quand on simule une hémorragie, de faire un appel à la transfusion, voire même de discuter avec le chirurgien, sont des attitudes qui vont être complètement oubliées, voire complètement annihilées. Et c'est vraiment là qu'il faut travailler, à mon avis. Bien sûr qu'on peut travailler sur la simulation procédurale, et on a encore des grands progrès à faire sur la réalité augmentée pour plus d'immersion en simulation pour les chirurgiens, mais il me semble important de travailler sur le non technique. Alors les CRM, c'est la Course Management dont vous venez de parler, c'est la transposition de ce qui se fait dans les milieux à risque, les systèmes à risque sont l'aviation, c'est le principal modèle, et en santé, on va retenir 3 grands domaines sur lesquels on va insister, c'est-à-dire une connaissance théorique de grandes thématiques de facteurs organisationnels humains, que sont la prise de décision, la gestion du stress, la gestion de l'erreur. On va aussi aborder une dimension d'équipe, les compétences d'équipe, avec le leadership, comment gérer les interruptions de tâches notamment, et enfin des compétences de communication. C'est bien là mon problème, et c'est pour ça que je me suis intéressé aux facteurs organisationnels et humains. Et pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on voit à l'issue de formation dans les milieux de la médecine intensive? On s'aperçoit qu'on a un très bon retour sur investissement. On s'aperçoit que d'une part, on a des attitudes qui vont être améliorées, des comportements qui vont être améliorés, et même bien au-delà de ça, on a une traduction en termes de durée de séjour et également en termes de mortalité. Dans cette étude qui est par exemple JAMA, c'était fait sur les hôpitaux militaires américains, les 108 hôpitaux militaires américains, une semaine de formation en équipe, transdisciplinaire, avec chirurgien et anesthésiste, va diminuer quasiment par 2 le risque de mortalité post-opératoire. Et enfin, pourquoi le faire également? Un autre argument dans cette crise paramédicale que l'on connaît actuellement, parce qu'on sait que
et ça c'est une étude française, donc c'est bien adapté à un climat français. On sait qu'une formation d'une semaine transdisciplinaire, basée sur la simulation, incluant toute une équipe de réanimation, que ce soit de l'aide-soignante jusqu'au réanimateur, on va améliorer ce qu'on pourrait appeler la QVT, la qualité de vie au travail, et notamment ça va se traduire par moins d'arrêt de travail et moins de demandes de soutien psychologique. Alors, est-ce qu'on va pousser, et ça sera l'objet peut-être d'une prochaine communication, est-ce qu'on va pousser l'idée jusqu'à certifier nos équipes chirurgicales par le nom technique comme on le fait pour les équipages aéronautiques? C'est une vraie question. Enfin, pour moi, la vraie satisfaction, c'est quand on voit des équipes chirurgicales déployées récemment sur les théâtres d'opérations extérieures qui ont un retour très positif sur ces formations en briefant et débriefant tous les cas, et quand ils refont des retours d'expérience lors de ces formations, ils traduisent de manière assez simplement le bienfait de ce type de formation au nom technique qui est abordé d'une part ailleurs dans la formation. Je vous remercie de votre attention. Excellent, je trouve qu'il y a vraiment à montrer ses efficacités, et tout ça s'anticipe, comme je l'ai dit, certainement de l'organisation de la carrière, des dépôts, etc. On a reçu dans ce papier l'organisation en ligne. Je pense que c'est quelque chose qui peut aussi. Alors, je ne sais pas du tout, quelle est le vrai de la préparation actuellement de nos services d'urgence. On s'est dit face à un risque comme on a connu par le passé, on s'est fait de vérifier et certainement de faire appel également à la compétence. On est obligé de faire un bref commentaire que c'est particulièrement intéressant, et je pense qu'il n'y a aucune place, comme vous l'avez bien montré, à l'improvisation dans ce genre de situation, et ça se fait immédiatement en ligne. Ça m'a appris la dernière communication, merci beaucoup. Il y a une question rentrée, non? Un sujet passionnant. Jean-Claude, Petites choses. La première, c'est que la certification. Oui, je pensais qu'il y avait le micro à ce moment-là. Donc, il y a une certification de la HAS sur la certification en équipe, dans laquelle les non-technical skills sont pas totalement en avant, mais qui existent. Et puis la deuxième, ce qui est assez intéressant, c'est de faire comme dans les simulations en aéronautique, c'est d'avoir effectivement la situation de simulation du bloc opératoire en équipe, de ce que vous filmez, et d'un seul coup d'introduire ce qu'on appelle dans l'aviation les pannes. C'est-à-dire le système hydraulique tombe, le moteur est ceci et cela. Et là on voit l'adaptation au stress dans des conditions, et je pensais pour vous, c'est des conditions extérieures. Si ça se met à bombarder à côté ou des choses comme ça, qu'est-ce qui se passe dans le... Comment on peut s'entraîner sur ce système, enfin sur ça? Une réponse brève, s'il vous plaît. Alors, je vais faire en 2 points. Premier point, on a travaillé avec le groupe qui s'appelle c'est le Fonds Facteur Humain en Santé, pardon, sur la réalisation de recommandations par la SFAR des éléments non techniques, notamment la checklist opératoire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, on travaille avec des mannequins de fidélité qui nous permettent de générer des pannes. Donc, au moins, pour la situation intrinsèque, on peut régler ce genre d'événements indésirables. Merci beaucoup. Merci.